Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RoseUp Association. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, RoseUp est une association de passion. Nous avons 3 missions. La première, c'est d'informer via le Rose Magazine. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que vous avez appris à nous connaître. Nous avons également un site internet, rose-up.fr, qui reprend non seulement tous les articles du magazine, mais qui a également des contenus exclusifs. Nous vous accompagnons via nos maisons roses à Paris et à Bordeaux. Et pour celles et ceux qui n'habitent pas ces grandes villes, via des ateliers et des webinaires en ligne comme celui de ce soir. Et enfin, nous défendons vos droits. Pour assurer ces 3 missions, nous avons besoin de vous, donc n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don à notre association. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et ce soir, notre webinaire a pour thème la dénutrition et les troubles alimentaires et pour cela, j'accueille le docteur Reynard. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Moi, je suis médecin nutritionniste, chef du service de nutrition et de l'unité transversale de diététique et de nutrition de Gustave Roussy. Et nous travaillons ici à Gustave Roussy, évidemment, à la prise en charge des patients en cours de traitement d'un cancer en très large panel de localisation tumorale. Et nous travaillons aussi dans la prévention primaire et tertiaire, puisque nous avons la chance d'avoir un programme de prévention primaire avec le docteur Suzette Delaloge et de prévention tertiaire avec l'équipe Transition, Florian Scotté, Inès Vasse. Donc, nous voyons tous les aspects avec notre équipe de diététique. Nous avons une quinzaine de diététiciennes et nos médecins nutritionnistes. Nous sommes 5 médecins nutritionnistes en plein à Gustave Roussy. Parfait. En attendant que les premières questions arrivent, on va déjà faire une petite introduction. Donc, j'ai parlé de dénutrition. C'est quoi? Ça veut dire quoi être dénutri? Est-ce qu'il y a des mesures qui permettent de déterminer qu'on est dénutri? Oui. Alors, on a mis un certain temps à bien définir la dénutrition. Maintenant, c'est très, très clair, hein. La dénutrition passe par une perte de poids et surtout une perte de masse musculaire qui vont avoir un impact négatif sur les capacités fonctionnelles de la personne, la capacité à se mobiliser, à faire les choses du quotidien, à se défendre contre les infections et à recevoir des traitements dans les meilleures conditions possibles, par exemple les traitements du cancer, les chimiothérapies, la radiothérapie, la chirurgie. Et donc, la dénutrition est un facteur de risque de complication des traitements au cours d'une maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique. D'accord. Et est-ce qu'il y a un chiffre, est-ce qu'il y a un nombre de kilos qui doit alerter au niveau de la perte de poids? Bien sûr. Ces paramètres ont été revus en 2019 par la Haute Autorité de Santé en France. Et donc, on définit quelqu'un comme dénutri lorsqu'il a une perte de poids de plus de 5% en un mois, c'est-à-dire pour quelqu'un qui faisait 70 kg, 3,5 kg en un mois, ou plus que 10% en 6 mois, c'est-à-dire 7 kg pour 70 kg en 6 mois, ou qu'il a un indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids sur la taille au carré inférieur à 18,5, ce qui est bas, c'est très bas. Soit qu'il a, parce qu'on a introduit d'autres paramètres dans la réflexion, des outils qu'on utilise assez fréquemment d'ailleurs nous en cancérologie, qui vont être de mesure de la composition corporelle, justement de la masse musculaire. On est capable par des scanners ou par des techniques d'impédance-métrie à mesurer ou à estimer la masse musculaire. Et on peut aussi utiliser des appareils pour mesurer la force musculaire. Et en particulier, on peut mesurer la force avec laquelle on serre la main. Et quand on est en dessous d'un certain niveau, c'est qu'on est probablement dénutri. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas se rendre compte qu'on est dénutri sans aller à l'hôpital? Ah si, on peut s'en rendre compte. D'abord, c'est souvent des circonstances particulières. Quelqu'un qui ne mange plus et qui a la diarrhée tous les jours, il est obligatoirement dénutri, par exemple. Quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un mois, il arrivait à se lever de sa chaise, sortir de son lit facilement et que là, il n'a plus de muscles au niveau des cuisses et qu'il n'arrive plus à se lever de son lit, c'est qu'il est probablement dénutri. Et puis, la personne peut se peser à la maison et voir, aujourd'hui, je pèse tant, il y a un mois, je faisais tant, j'ai perdu tant de pourcents, donc je suis dénutri. D'accord, donc c'est assez simple finalement.
On va solliciter de plus en plus les personnes malades, les patients, les proches, les aidants, à nous solliciter, à nous donner l'alerte sur des pertes de poids à la maison, hein, bien sûr. Et alors, pourquoi c'est important avec des balances connectées. Oui. Alors, pourquoi c'est important de vous alerter quelle incidence ça a d'être dénutri quand on est malade, quand on a un cancer et quand on est sous traitement notamment? Alors, d'abord, c'est très important de nous alerter précocement parce qu'on va être plus actif, plus efficace quand la perte de poids est encore limitée et on va être moins agressif aussi, on va en reparler, mais c'est ça qui est important. Hein. Si la perte de poids est limitée, que si elle est déjà très avancée et très importante. Donc ça, c'est une première chose. Et plus on perd de poids, et donc plus on perd de masse musculaire, plus on risque de faire des toxicités sévères des chimiothérapies, par exemple. D'accord. De faire des infections en cours de traitement, de rester plus longtemps à l'hôpital, d'être réhospitalisé en urgence, de mal cicatriser après une opération, etc., etc., etc. À peu près toutes les circonstances de cancérologie, tous les traitements de cancérologie n'échappent pas à la règle dénutrition égale plus de complications, plus d'hospitalisation, plus d'embêtements graves. D'accord. D'où l'importance de le signaler. Oui, parce que nous, on peut faire quelque chose. Vous voyez, et alors justement, vous pouvez faire quoi, oui? Alors, un autre facteur de risque connu, c'est l'âge, par exemple. Mais l'âge, on ne peut rien y faire. On ne traite pas l'âge. Par contre, la dénutrition, on peut la traiter. On peut soit ralentir son processus, parce que quand c'est lié à une maladie cancéreuse, parfois, il faut traiter à la fois la dénutrition et la maladie cancéreuse. Hein. Soit, quand on la prend très tôt en charge, complètement la réverser. D'accord. Et comment on fait ça? Ça dépend un peu de l'état nutritionnel et ça dépend des capacités à manger de la personne. Quelqu'un qui a perdu peu de poids et qui commence tout juste à avoir des difficultés à manger, ce qu'on souhaite reconnaître, nous, précocement pour être pris en charge de façon privilégiée, c'est des gens chez qui du conseil diététique, parfaitement individualisé à chaque personne, régulièrement réévalué, avec des explications sur comment on enrichit l'alimentation, avec des produits naturels, comment on fractionne l'alimentation pour ne pas se surcharger en permanence, comment on adapte l'alimentation à différents symptômes qu'on peut avoir au cours des chimios, par exemple. Ça, c'est très important, mais il faut le faire avant et pendant. D'accord. Et on peut y rajouter, par exemple, ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux, donc des petites bouteilles énergétiques, qui n'ont d'intérêt que dans le cadre d'un suivi diététique extrêmement pointu, extrêmement individualisé, parce qu'il faut expliquer ce que c'est, comment on les utilise, etc. Et en complément du conseil diététique. Ça ne se substitue pas à l'alimentation orale telle qu'elle. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très pointu. Le cancérologue tout seul, il ne peut pas le faire. C'est obligatoirement des diététiciens ou des nutritionnistes qui doivent le faire. Et ces consultations, elles seront prises en charge dans le parcours de soins? À l'hôpital, oui. À l'hôpital, oui. En libéral, non. D'accord. Vous parliez des compléments alimentaires. C'est vrai que souvent, on a des retours de nos lectrices qui prennent, mais sans forcément passer par un nutritionniste, des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention? Alors déjà, moi, j'ai parlé de compléments nutritionnels oraux. Pardon, nutritionnels, oui. C'est important de le définir. Compléments alimentaires, ça va être des gélules, d'antioxydants, c'est plus du médicament, on va dire, le complément alimentaire. Là, moi, je parle de compléments nutritionnels oraux. Ça va être, par exemple, des bouteilles qui ressemblent un peu à du yaourt à boire, très, très riches en énergie. Les bouteilles qu'on utilise actuellement, pour, par exemple, 200 millilitres, c'est à peu près 400 calories. Ah oui. C'est très riche. Et surtout, c'est très riche en protéines. Un flacon de 200 millilitres va faire jusqu'à 30 grammes de protéines. D'accord. C'est énorme. Hein. Ah oui. D'où l'intérêt de ces produits, parce que finalement, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. On n'a pas besoin de se taper 3 flacons, puisqu'on a des choses qui sont très, très denses. Mais il faut savoir les utiliser. Il n'y a pas d'inconvénient particulier à ces produits-là. Il faut juste bien savoir les utiliser. D'accord. Et pour ça, il faut du conseil. Il faut de l'explication. Les personnes qui sont capables de donner les explications sont les médecins traitants, qui de plus en plus s'intéressent au maniement
de ces compléments nutritionnels oraux, mais pas tous, malheureusement encore. Les pharmaciens d'officine, qui de plus en plus maîtrisent très bien ces produits et savent les conseiller et savent expliquer comment les utiliser. Et puis évidemment, les diététiciens, les médecins nutritionnistes à l'hôpital ou en libéral. Alors, on a une question d'Annabelle qui souhaite revenir sur les valeurs de référence que vous avez données au niveau de la perte de poids. Elle se demande si c'est valable si on était en léger surpoids avant le début des traitements. Oui, oui, quel que soit le poids de départ, l'indice de masse corporelle de départ, la corpulence de départ, ces chiffres sont les mêmes. Les seules différences que je n'ai pas voulu préciser parce que ça complexifie un peu les choses, c'est avant 70 ans ou après 70 ans. Là, il y a des petits bémols. Mais le poids de départ, la corpulence de départ ne change rien parce que malheureusement, quand on perd du poids au cours d'une maladie compliquée comme un cancer, on va perdre plus de muscles que de gras. D'accord. Voilà. On a pas mal de questions, on va les aborder maintenant, on y reviendra aussi au cours du webinaire, sur les régimes alimentaires pendant les traitements. Alors, il y a Rodrigue notamment qui nous demande est-ce qu'il y a un régime alimentaire spécifique qu'il faut adopter pendant la chimiothérapie. On a aussi une question, que je retrouve son nom, de Christine, qui demande ce que vous pensez du régime cétogène et du jeûne. Ça, c'est des questions très classiques qu'on a régulièrement. Oui, classique, oui, j'ai déjà répondu 50 fois, mais je vais revenir, il n'y a pas de souci. Alors, d'abord, on ne parle plus de régime, on parle d'alimentation thérapeutique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une prescription, d'ailleurs médicale, qui doit se faire sur la base d'indications médicales précises et avec des objectifs médicaux précis. D'accord ? Je parle là de ce qu'on appelait avant le régime diabétique et qu'on appelle maintenant l'alimentation pauvre en sucre. OK ? C'est un exemple. Hein, voilà. Alors, comment ça se passe en cancérologie ? Déjà, on a dit tout à l'heure que la dénutrition en cancérologie est souvent la conjonction de perturbations métaboliques où on a besoin de plus d'énergie pour maintenir sa masse musculaire et du fait qu'on mange moins. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on mange moins parce qu'on est fatigué, qu'on va à l'hôpital souvent, qu'on a des nausées, etc., etc., etc. Qu'on est déprimé, qu'on ne dort pas bien, etc. Et donc, de fait, ce qui est important de dire, c'est que si vous y rajoutez un régime, une alimentation thérapeutique, donc quelque chose qui est par définition restrictif, ça peut favoriser encore plus la diminution de ce que vous mangez. D'accord. Quelqu'un qui a l'habitude de suivre une alimentation pauvre en sucre depuis des années parce qu'il est diabétique, ça ne lui posera pas de problème. Mais quelqu'un qui n'y arrive pas, malgré tous les conseils qu'on a pu lui donner, ou à qui on va indiquer nouvellement un régime X ou Y, il va avoir du mal à le suivre, d'autant plus qu'il a déjà une perte d'appétit et des difficultés à savoir ce qu'il peut manger parce qu'il y a plein de choses qu'il n'arrive plus à manger. Donc, rajouter une alimentation thérapeutique dans ces situations de difficulté alimentaire, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas une bonne idée de changer de sa façon de s'alimenter parce qu'on est en traitement. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée de rajouter des restrictions alimentaires. D'accord. Donc, ça, c'est tout neuf et ici, on a été des pionniers dans ce discours-là, c'est de dire on ne fait pas de régime, on ne restreint pas l'alimentation parce que l'objectif principal, c'est maintenir le poids et maintenir la masse musculaire, coûte que coûte. Je ne me prends pas pour Macron, mais coûte que coûte. Voilà. Et à contrario, est-ce qu'il faut privilégier certains aliments, notamment Florence nous demande pour conserver sa masse musculaire? Pas obligatoirement. Là encore, la contrainte, elle n'est pas bonne non plus, parce que la contrainte, elle peut créer une pression supplémentaire psychologique, physique, qui peut favoriser les dégoûts alimentaires. On oblige quelqu'un à manger dans des conditions où il a du mal à manger, et bien il va se dégoûter plus vite des aliments. Donc, ce n'est plutôt pas une bonne idée. Dans l'idéal, une alimentation variée, une alimentation riche en protéines, riche en calories, c'est très bien. Mais si on n'arrive pas à manger de viande, ce n'est pas grave. On peut apporter des protéines d'une autre façon. Vous avez des exemples? Si ce n'est pas la viande, ça va être des œufs, du poisson, du fromage, des produits laitiers, des légumineuses ou des produits céréaliers. D'accord.
Tout ça, c'est le job de la diététicienne, c'est aider la personne à adapter au jour le jour son alimentation. Parce qu'il y a un point important que j'espère certaines personnes qui nous écoutent peuvent éventuellement témoigner, c'est que c'est éminemment fluctuant. Oui. C'est-à-dire d'un jour à l'autre, même d'un moment à l'autre de la journée, quand on est en cours de chimio, par exemple, à un moment, on va avoir envie d'un truc, et puis quand on vous le sert, eh ben, on n'en a plus envie, par exemple. Ou parce qu'on a été gêné par les odeurs de cuisine, eh ben, on est nauséeux, donc c'est fini, on n'arrivera pas à manger. Et donc là, dans ces circonstances-là, pour redire un peu ce que je vous ai dit juste avant, ce qu'il faut, c'est par exemple, la personne, elle doit se servir la quantité qu'elle sait qu'elle va pouvoir manger. D'accord. Il y a un plat, un joli plat, X ou je sais pas, un couscous ou un bourguignon, je ne sais pas quoi. Elle va s'en mettre la quantité dans l'assiette qui correspond à ce qu'elle ressent comme étant possible. S'il y a encore de la place une fois qu'elle a fini, elle peut se resservir. Mais il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui, dans un élan de bienveillance, va lui en mettre une plâtrée alors que la personne elle-même sait très bien qu'elle n'y arrivera pas. D'accord, c'est contre-productif. Totalement contre-productif, absolument. Et est-ce qu'il vaut mieux fragmenter du coup ces repas? Est-ce qu'il vaut mieux manger plusieurs fois dans la journée si on n'est pas capable de manger des grandes quantités? Au moins théoriquement, oui. Parce qu'on sait que la pesanteur gastrique, la sensation de satiété immédiate, les nausées, les troubles digestifs, les troubles du transit, etc., peuvent être améliorés par justement la réduction des volumes alimentaires par repas. D'accord. Pas toujours simple à mettre en œuvre au quotidien. Quand on a une vie de famille, quand on essaye de vivre le plus normalement possible en dehors de ces traitements, ce n'est pas très simple de grignoter toute la journée. Donc, des fois, c'est faisable, des fois, ce n'est pas faisable. Des fois, on le conseille, des fois, on ne le conseille pas. Très bien. Alors, on va revenir aux causes de ces troubles alimentaires. On n'a pas répondu sur les régimes cétogènes et le jeûne intermittent. Oui, alors comme vous voulez, soit on l'aborde dès maintenant, soit bon. en revenir à la fin au moment des orthorexies. Comme très simplement, par définition, ce sont des alimentations thérapeutiques potentiellement. Donc des régimes restrictifs. Donc plutôt des choses qu'il ne faut pas préconiser puisque on va augmenter le risque de moins manger et donc d'aggraver la dénutrition. Ça, c'est une première chose. D'accord. L'autre point majeur, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique actuelle que ça sert à quelque chose. Donc, comme il y a une dangerosité et pas de preuve d'efficacité, nous, on déconseille ce genre de régime actuellement. D'accord, oui, parce qu'en effet… En espérant des nouvelles preuves scientifiques, évidemment. Bien sûr. Donc, l'idée reçue qui dit que faire un jeûne un peu avant la chimiothérapie réduit ses effets indésirables ou voire potentialise son effet, ça, c'est pas prouvé. Alors, potentialise ses effets, ça, c'est absolument pas prouvé. Réduit ses effets indésirables, je dirais là aussi, c'est pas vrai. Réduit essentiellement les nausées. Un certain nombre de personnes ont l'expérience de moindres nausées parce qu'elles n'ont pas mangé dans les heures ou dans les dizaines d'heures qui ont précédé la chimiothérapie. Mais ça s'arrête à peu près là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un jeûne sur de longue durée qui se maintient dans le temps. C'est quelques heures avant. C'est une expérience vécue qui fait que, on va ajuster l'heure du dernier repas par rapport à la chimio pour avoir le moins de nausées possible après la chimiothérapie. Ok. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de perte de poids jusqu'à présent, mais il y a sur Facebook Valérie qui nous dit qu'elle a pris 28 kilos. Elle est sous folfirine et oxaliplatine. Ça aussi, c'est un des effets secondaires des traitemins. Alors, déjà, ce n'est pas le cas le plus fréquent, si je puis me permettre. Hein. Je ne nie pas le cas. Il est réel, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Sous Folfiri, la grande majorité des gens vont perdre de la masse musculaire si on ne les prend pas en charge sur le plan nutritionnel. Après, la prise de poids, il faut vérifier ce que c'est. C'est du gras, du muscle ou de l'eau. Et là, pour le coup, typiquement, c'est le genre de situation où un médecin nutritionniste doit intervenir pour faire ce qu'on appelle une évaluation de composition corporelle. Pour voir quelle est la masse utile qui a été prise dans cette histoire-là et pourquoi. Parce qu'évidemment, ce n'est pas normal de prendre 22 kilos ou 10 kilos ou 5 kilos. Alors, on peut être très content de prendre du poids en cours de chimiothérapie, mais là, on dépasse un peu ce qui est acceptable ou normal. Donc, c'est quelque chose qui doit être évalué précisément.
Alors, ce qui est plus classique, c'est des prises de poids pendant l'hormonothérapie. Alors là, c'est Oui, tout à encore fait. autre chose. Oui, tout à fait. Alors là, on est dans une situation qu'on appelle, nous, peut-être c'est pas bien, mais post-cancer, hein, si je puis dire, Oui. où effectivement, il y a une conjugaison de phénomènes qui vont faire que la personne, et surtout les dames, prennent du poids. C'est premièrement cette hormonothérapie qui va créer des désordres hormonaux et donc des désordres métaboliques. Et le principal, c'est qu'on a une diminution de la dépense énergétique du corps, de base. D'accord ? Deuxièmement, une diminution souvent de la dépense énergétique d'activité, Oui. qu'elle soit de l'activité du quotidien ou de l'activité sportive. Des modifications du comportement alimentaire, et là encore, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, c'est des choses dont on ne se rend pas toujours compte. On a été frustré pendant les traitements parce qu'on avait du mal à manger, etc. etc. Ben on va taper plus dans le chocolat, dans le Nutella ou dans je ne sais pas quoi. C'était une liste absolument pas exhaustive, évidemment. Et puis, par exemple, l'arrêt du tabac à la faveur de la maladie cancéreuse va aussi favoriser ce genre de choses. Donc, tous ces phénomènes-là, et j'en oublie d'autres, hein, il y en a encore, font qu'à un moment, on peut prendre du poids, voire beaucoup de poids. Et on sait très bien que dans cette situation-là, il y a deux acteurs efficaces qui sont le conseil diététique, le rééquilibrage alimentaire, pour faire simple, hein, le rééquilibrage alimentaire, c'est moins de gras, plus de légumes, en gros, hein, voilà, et l'activité physique adaptée. C'est ce couple-là qui va marcher très, très, très bien pour ralentir la prise de poids, voire même faire reperdre du poids dans ces circonstances. Alors, c'est parfait, ça m'amène à la question de Céline. On va peut-être aborder toutes ces causes qui mènent à la dénutrition et aux troubles alimentaires. C'est ce qu'on appelle les orthorexies, ces obsessions alimentaires qui se développent beaucoup à partir du diagnostic d'un cancer. Donc, Céline nous dit que depuis avril 2021 et son diagnostic, alors elle ne précise pas de quel cancer, elle a perdu 15 kilos, elle était en surpoids. Je n'ai pas fait de régime, mais je mange très équilibré. J'ai une activité physique régulière. Elle aimerait encore perdre 3 kilos. Elle se demande si c'est mauvais. Pendant la chimio, elle arrivait quand même à manger suffisamment équilibré, d'après ce que je comprends. Alors, son souci, c'est qu'elle est devenue accro à l'application Yuka. Qui analyse ce qu'il y a dans les produits, et elle dit qu'elle maintenant elle est incapable de manger salé, gras ou d'acheter des produits avec additifs. Ça aussi, c'est des comportements qu'on retrouve régulièrement. Oui, régulièrement, oui, oui, tout à fait. En tout cas, les gens peuvent, dans ces circonstances-là, pour pouvoir intervenir sur le cours de la maladie, justement, essayer d'avoir une action positive, en tout cas considérée comme positive sur son poids, son alimentation, etc. On sait très bien, hein, que certains aliments sont des facteurs de risque de certains cancers, donc il ne faut pas le nier. Mais on est d'abord, ça c'est un premier point important, dans une temporalité, dans une situation qui est complètement différente de la prévention primaire. La prévention primaire, c'est des gens qui sont en bonne santé et qui veulent, par des modifications de comportement et de comportement alimentaire en particulier, réduire le risque d'avoir une maladie. Donc, ils sont en bonne santé. Et en bonne santé, le métabolisme nutritionnel est d'une certaine façon. Quand on est malade, et en particulier quand on est dans des maladies comme les cancers où il y a des productions de substances inflammatoires importantes dans le corps, ce métabolisme énergétique et nutritionnel, il est modifié. On ne va pas utiliser les nutriments de la même façon, on ne va pas résister au jeûne de la même façon, etc., etc. Donc, tout ça doit être pris en compte. D'accord ? Et je le redis, l'élément crucial à l'échelle de population donnée, l'élément crucial, c'est la masse musculaire. Nous, maintenant, on appelle ça la sarcopénie. C'est le déficit de masse musculaire et de force musculaire. Après, à l'échelle individuelle, c'est-à-dire pour une personne donnée, ça dépend un peu des circonstances, c'est-à-dire du traitement, de la maladie, de la situation nutritionnelle préalable, de l'état général de la personne, de la qualité de ce qu'elle consomme comme aliment et de la composition corporelle. Typiquement, là encore, cette dame qui se pose des questions sur doit-elle ou pas perdre du poids encore, on regarde, il aurait peut-être fallu le faire depuis le début, mais
maintenant, bah, quelle est sa composition corporelle, quel est son pourcentage de masse musculaire, et voir quelle réserve il lui reste. Parce qu'on peut tenir pendant un certain temps, puis à un moment, ça peut devenir catastrophique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très déficitaire en muscles, il peut tenir un certain temps, puis à un moment, à la faveur d'une infection, la Covid par exemple, pneumonie, d'une neutropénie fébrile, de n'importe quel événement qui peut arriver dans la vie de quelqu'un qui subit des traitements de cancer, eh bien, ça peut déraper à toute vitesse parce qu'il n'y a aucune réserve derrière, ni énergétique en gras, ni protéique en muscles. Donc, il faut être très attentif à ça. Voilà. Donc, il faudrait presque faire un bilan avant de chercher à perdre du poids. En tout cas, si on veut aller plus avant dans la réponse qu'on peut donner à cette dame, répondre sérieusement sur quel risque elle prend ou combien elle peut encore perdre, il faut qu'elle ait une évaluation plus complète. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais ça va être toujours le cas à l'échelle individuelle. Chaque individu est très différent, tolère les traitements différemment. C'est pour ça que le conseil diététique, il doit être individualisé et pas généralisé. Il n'y a pas une règle générale de conseil diététique. C'est pour chaque individu qui a un comportement alimentaire très précis, qui est propre à lui-même, il faut que le diététicien ou la diététicienne soit bien attentif à tous les éléments qui contribuent à l'alimentation de la personne. D'accord. Et alors, ce qui revient souvent, c'est toutes ces obsessions autour des aliments, comme disait Céline, le sucre, le gras. Pour celles qui sont sous hormonothérapie, le soja, parfois aussi le pamplemousse, avec des interactions avec les traitements. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là qui se surajoutent finalement du stress en voulant contrôler leur alimentation? Alors, je pense déjà, il ne faut pas se culpabiliser, pour peu que ce soit le cas, d'avoir des inquiétudes alimentaires. C'est normal et en plus, c'est entretenu. C'est entretenu par les médias, c'est entretenu éventuellement par les médecins, par la médecine, par l'hôpital, etc. Donc, c'est normal. Et puis, c'est un peu intuitif. L'alimentation, c'est quelque chose qui rentre dans le corps, donc qui peut intervenir dans l'évolution de la maladie. C'est tout à fait logique. Donc, il y a peut-être des bons et des mauvais aliments. Deuxièmement, il ne faut pas se culpabiliser en se disant moi, je ne fais pas tout ce que vous venez de dire, je fais le contraire, quoi, en gros. Non, ce n'est pas ça la vérité. C'est à l'échelle individuelle, c'est voir comment on peut, peut-être par des toutes petites choses, améliorer la situation et non pas, encore une fois, des règles générales qui s'appliquent à tout le monde. Après, la réalité, c'est que, et on l'a déjà évoqué ensemble tout à l'heure, il n'y a pas d'aliment miracle et il n'y a pas d'aliment interdit. Il y a des situations extrêmement spécifiques, très particulières, où effectivement, on va demander souvent plus par voulant prendre des précautions maximales, supprimer tel aliment. Par exemple, le pamplemousse sous inhibiteur de tyrosine kinase ou inhibiteur de mTOR. C'est un principe de précaution, parce qu'on n'a pas toujours une documentation extrêmement précise, mais on sait qu'avec un autre médicament de la même famille, il y a eu des cas, donc on demande de le faire. Je dirais que c'est une situation assez aisée, puisqu'on peut vivre sans manger de pamplemousse. Oui. Ça me paraît faisable. Bon. Après, c'est mon avis perso, là, pour le coup. Vous avez cité une autre situation qui est le sucre. Là, pour moi, c'est très clair. Le sucre fait partie des aliments essentiels, indispensables à la vie. Si vous coupez le robinet du sucre aux cellules tumorales qui s'en nourrissent, vous allez aussi couper le robinet du sucre pour les cellules du cerveau, du cœur et des muscles. Et donc, vous allez avoir des effets néfastes sur ces organes. Et en tout cas, c'est ce qu'on sait de la littérature scientifique actuelle, pas tellement d'effets évidents sur la masse tumorale. Vous avez cité aussi le soja. Alors, on sort un peu de la situation un peu aiguë sur le plan nutritionnel, situation de risque de dénutrition. On est plus dans le post-cancer, comme on disait tout à l'heure, avec la prise de poids, etc. Dans l'état actuel des choses, on a du mal à bien donner les recommandations, malgré tout. On sait que les produits à base de soja contiennent des quantités variables, mais
significatif de phytoœstrogènes, qui sont des éléments hormonaux contre lesquels l'hormonothérapie normalement lutte pour éviter la récidive de cancer du sein. Donc, il n'est pas très logique de se gaver de ces produits-là alors qu'on se traite pour empêcher que ça n'arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il me paraît raisonnable, et je contribuerai toujours à le faire tant qu'il n'y aura pas de preuve contraire, à conseiller aux patientes dans ces situations-là de plutôt pas consommer de produits à base de soja, ou en tout cas pas fréquemment, pas tous les jours, pas plusieurs fois par semaine. D'accord. Donc, si on résume... Parce qu'il y a un point essentiel, hein, c'est bête à dire, mais on ne sait jamais très bien quelle est la quantité de phytoœstrogènes qu'il y a dans ces produits. Mm-hmm. Ça, c'est très embêtant. Ça ne fait pas partie des obligations réglementaires de l'agroalimentaire. Donc, dans le doute, il y en a certains pour lesquels on le sait, puis d'autres pas. Donc, vaut mieux se méfier, quoi. Donc, si je résume, il n'y a pas d'aliments à proscrire, sauf cas particuliers. Très particulier. Comme on vient de citer le soja et pamplemousse. Et à l'inverse, il n'y a pas d'aliments miracles. Il y a Virginie, par exemple, qui parle des produits de la ruche et notamment de la gelée royale. Oui. Là non plus, il n'y a pas d'études qui montrent... Pas des choses suffisamment probantes, en tout cas pas à l'échelle clinique, c'est-à-dire au niveau de l'humain. Il y a des boîtes de pétri dans lesquelles on fait cultiver des cellules cancéreuses et on va y mettre de la gelée royale, on voit des cellules mourir, ce n'est pas complètement probant. C'est des pistes intéressantes, tout ça, hein, la curcumine, les oméga 3, le resveratrol, etc. Tout ça, c'est sûrement très intéressant, mais ce n'est pas suffisamment avancé pour pouvoir conseiller d'eux. Et en plus de ça, souvent, avec des quantités qui ne correspondent pas à ce qu'on mange normalement. Vous voyez, on ne peut pas se nourrir que de gelée royale, on ne peut pas se nourrir que de curcuma, on ne peut pas se nourrir que de brocoli, etc. On ne peut pas se nourrir que d'ail, ce n'est pas possible. Donc, puisqu'il faut se nourrir et qu'il faut faire attention aussi à ne pas perdre de la masse musculaire, on se retrouve dans une situation où il faut quand même privilégier la vraie alimentation plutôt qu'une alimentation très ciblée sur un aliment qui va faire qu'on ne va pas manger plein d'autres choses qui sont bonnes pour son organisme. Alors, parmi les autres causes, vous en parliez au début de cette dénutrition, il y a la perte d'appétit qui est liée à la fatigue et notamment aux douleurs. C'est Sylvie qui nous dit ça sur Facebook. Elle est fatiguée, elle a des douleurs et du coup, elle n'a plus très envie de manger. Dans ces cas-là, on fait comment? Alors, c'est très compliqué et c'est une question vraiment très importante parce que on a pas mal de pistes, mais pas encore beaucoup de choses très probantes. D'abord, il faut traiter les causes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses évidentes qu'on oublie quand on veut traiter un trouble de l'appétit, c'est la constipation, c'est la douleur qui vient d'être citée, c'est les troubles du sommeil, c'est la dépression, c'est la fatigue. Et ces éléments-là, si on les traite correctement, ils peuvent faire que finalement, on va reprendre de l'appétit. Sachant que, par exemple, il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour la dépression qui peuvent aussi avoir un petit effet stimulant sur l'appétit. D'accord. Par contre, sur lequel on n'a pas réellement avancé, c'est des médicaments qui vont directement stimuler l'appétit. Ça, on n'a pas. Alors, je vais régler tout de suite le problème du cannabis. Ça ne marche pas. Ça peut stimuler un peu l'appétit par le biais de diminution des nausées, mais ça ne fait pas manger plus. D'accord. Alors, après, on a testé la cortisone. Alors, ça donne un petit coup de fouet, mais d'abord, ça ne dure pas longtemps, et en plus, ça ne fait pas manger plus. On a testé des hormonothérapies, comme l'acétate de mégestrol, par exemple. Mais c'est pareil, ça ne dure pas longtemps et ça ne fait pas manger plus. On a l'impression d'avoir plus d'appétit, mais on ne mange pas plus. Voilà. Il y a un médicament quasiment miracle qui a été développé aux États-Unis et en Suisse il y a quelques années, qu'on espérait être très efficace, qui s'appelle l'anamoréline. Ne cherchez pas, ça n'existe pas en France. Donc, qui a été testé sur plus de 1000 patients atteints de cancer du poumon en cours de chimiothérapie. Et malheureusement, on a vu des résultats très décevants. C'est-à-dire qu'il y a quelques patients qui avaient des améliorations très spectaculaires de l'appétit et de ce qu'ils mangeaient,
mais en majorité, les patients avaient très peu d'efficacité, avec éventuellement un petit peu plus de poids et de masse musculaire, mais pas plus de force, pas d'amélioration de l'état de fatigue, etc. Donc, des résultats qui ne sont pas intéressants, si je puis dire. Mmh. Une des explications à ça, parce qu'il faut que vous sachiez tout ça, c'est probablement parce qu'on a pris des gens à une phase trop tardive de la maladie. Ah oui. Des patients qui étaient en situation avec des métastases multiples et qui malheureusement échappaient un peu au traitement conventionnel. Donc, probablement pas les sujets pour lesquels ce produit pourrait être le plus efficace. Mmh. Et puis, probablement, il aurait été intéressant de le tester en combinaison avec d'autres choses, et en particulier le conseil diététique, par exemple, et ou l'activité physique adaptée. Voilà. Oui, donc, oui, ça, c'est un des conseils qu'on peut donner. Ça peut paraître contre-intuitif, mais quand on est fatigué et qu'on a des douleurs, l'activité physique adaptée peut être une solution. Absolument, et ça peut jouer sur l'appétit aussi, positivement. D'accord. Donc, il y a tout intérêt à l'envisager. C'est pas toujours faisable, hein. Faut pas se mentir. C'est marqué partout dans les livres. On passe notre temps à dire que l'activité physique, c'est pour tout le monde, etc. Bon, faut pas non plus se leurrer. Il y a des gens qui n'y arrivent pas ou qui ne peuvent pas accéder aux moyens de le faire. Malgré tout, ce qui a pu être montré à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, c'est qu'on peut améliorer la fatigue, les troubles du sommeil, l'appétit, les douleurs avec des programmes d'activité physique bien adaptés. D'accord. Donc, c'est important. Évidemment. Donc, il faut s'attaquer aux causes. Absolument. Donc, ça veut dire aller voir son médecin traitant, aller voir son oncologue, aller voir… Oui, oui. Et tout bêtement, je le redis parce que je l'ai cité tout à l'heure, la constipation, c'est une des premières causes d'altération de l'appétit. D'accord. Pour être très trivial, pour que ça rentre, il faut que ça sorte. Sinon, c'est bloqué, vous voyez. Et ça, les gens parfois n'osent pas le dire ou banalisent ça. Le médecin le banalise aussi, mais c'est très, très, très important. D'accord. Alors, une des autres raisons pour lesquelles on a une perte d'appétit, c'est que les traitements peuvent altérer notre goût, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est certains traitements Alors, plus… il y a plusieurs mécanismes. D'accord. Le premier mécanisme, c'est la modification de la flore bucco-dentaire par les traitements. Tout comme on modifie le microbiote intestinal, on va modifier aussi le microbiote buccal. Et donc, les interactions chimiques de la bouche vont être modifiées avec des troubles du goût, des éventuelles inflammations de la bouche, etc. Ça peut être favorisé par le tabagisme actif, par certains médicaments et par le reflux gastro-œsophagien. Ah oui. L'acidité qui remonte en permanence. On peut avoir des destructions des papilles gustatives par certains traitements. Il y a certaines chimios qui vont transitoirement détruire ou faire dysfonctionner les papilles gustatives. C'est le cas des sels de platine, des anthracyclines, et puis de plein de nouveaux médicaments aussi. Certains inhibiteurs de tyrosine kinase, certaines immunothérapies aussi. On peut avoir des destructions définitives des papilles gustatives. Alors ça concerne essentiellement les patients qui ont des cancers ORL et qui ont de la radiothérapie. C'est la radiothérapie qui peut abîmer définitivement les papilles gustatives. Souvent, ça va de pair avec les troubles de l'odorat, d'ailleurs. Parce que tant qu'on garde l'odorat, on garde une capacité gustative relativement significative, puisque les 2/3 du goût, c'est de la rétro-olfaction. En fait. Après, qu'est-ce qui peut y contribuer? La mauvaise hygiène buccale, oui, le mauvais état bucco-dentaire, tout ça, c'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier la sécheresse buccale aussi, qui peut être quelque chose qui a un effet secondaire de certains médicaments. Et quand c'est sec, quand il n'y a plus de salive, eh bien, les molécules de goût ne sont plus conduites, ne sont plus amenées jusqu'aux papilles, et donc on ne sent plus le goût des aliments. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses à faire pour restaurer le microbiote buccal, pour l'hygiène bucco-dentaire? Alors, pour restaurer le microbiote buccal, non, on n'a pas actuellement de solution, on n'a pas de probiotiques efficaces démontrés, en tout cas. D'accord. L'hygiène bucco-dentaire, elle passe par les bains de bouche, par le nettoyage des dents le plus souvent possible, comme quand on est en bonne santé. Les bains de bouche à base de bicarbonate, par exemple.
le traitement d'une infection buccale type candidose par les anticandidosiques, si on documente ça, l'arrêt du tabac, j'en ai parlé, faire attention aux médicaments, ne pas utiliser à tort et à travers des médicaments. Il y a des médicaments qui sont souvent pas indispensables et qu'on peut mettre de côté. Éventuellement lubrifier la bouche, favoriser la lubrification de la bouche pour la protéger un peu, utiliser l'eau, des solutions aqueuses, les compléments nutritionnels aussi qui peuvent lubrifier la bouche, ou des produits à base de spray, comme le Lartisial par exemple, où il y a plusieurs marques différentes qui peuvent aider justement à un confort buccal plus important. Et pour pallier ces pertes de saveur, alors je ne sais pas si ça touche plutôt le sucré, le salé ou d'autres saveurs. Tous les goûts. Est-ce que par l'alimentation, on peut essayer de contrer ça? Je sais que certaines patientes rajoutent beaucoup d'épices dans leur alimentation. Ça peut contribuer à redonner de la saveur et de l'envie du coup pour s'alimenter? Absolument. Et là, c'est très bien ce que vous avez dit parce qu'il ne faut pas avoir d'a priori. C'est-à-dire que déjà, il faut bien documenter le trouble du goût. Est-ce que c'est un trouble du goût quantitatif ou qualitatif? Est-ce que c'est une diminution, une augmentation d'un goût, le sucré, le salé, l'umami, l'acide ou l'amer? Ça, tout le monde n'est pas capable de l'évaluer, mais donc il faut que ça soit fait par des orthophonistes, des diététiciens, des médecins nutritionnistes, des gens qui s'intéressent à ça, des ORL, etc. Ou est-ce que c'est une dysgeusie, donc c'est un goût parasite, ça va être un goût métallique, un goût cartonné, un goût amer dans la bouche en permanence. Et la prise en charge ne va pas être tout à fait la même. Justement, quand on est sur ce qu'on appelle une hypogueusie ou une agueusie, ça, une diminution ou une suppression d'un des goûts, on peut essayer d'exhauster ce goût par différents moyens. On peut rajouter du sucre, on peut rajouter du sel, mais on peut exhauster. Exhauster, ça veut dire rajouter des épices pour augmenter la sensation salée, rajouter des herbes fraîches pour augmenter la sensation salée, rajouter à des produits sucrés de la vanille pour exhauster le goût sucré, par exemple. Ça peut être aussi, quand on a des goûts parasites, justement lubrifier bien la bouche, mettre un film lipidique dans la bouche pour que quand on mange quelque chose, on n'exacerbe pas ce goût métallique dégoûtant ou ce goût amer dégoûtant dans la bouche. D'accord. Ça va être une petite gorgée de complément, une petite gorgée d'huile d'olive, quelque chose qui va bien tapisser toute la muqueuse, par exemple. D'accord. Après, c'est vraiment très individuel. Donc là encore, c'est le conseil diététique individualisé qui va orienter le mieux. Très bien. Alors, on est au mois de mars, c'est Mars bleu dédié au cancer colorectal. Et il y a Sylvie qui nous demande si il y a qui a une stomie, qui demande si au niveau de l'alimentation, il y a des choses particulières à faire. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Alors, essayez de ne pas être trop complexe dans ma réponse, parce que ça dépend d'où est la stomie. D'accord. Si la stomie est au niveau du côlon, ce n'est pas la même chose que quand elle est au niveau de l'intestin grêle, par exemple. Okay. D'accord, parce que si elle est au niveau du côlon et qu'on n'a pas enlevé de l'intestin grêle, normalement, on doit avoir des selles pratiquement normales par la colostomie. Donc, il n'y a pas de régime particulier. Okay. Lorsqu'on a plus on remonte haut dans l'intestin, plus il faut être très attentif à ce qu'on va manger, parce qu'il faut que ce soit des choses qui soient rapidement absorbées et qui ne sortent pas telles quelles par la poche. Vous voyez, il faut être très attentif à l'hydratation qu'on utilise aussi. Pour aider à l'hydratation, il faut plutôt des eaux pétillantes, riches en bicarbonate de sodium, qui vont être plus rapidement absorbées et qui ne vont pas sortir telles quelles de la poche. Vous voyez, sont deux choses différentes. Dans tous les cas, quand on a une stomie, il faut une alimentation quand même la plus variée possible et une bonne hydratation. C'est très important parce qu'on perd énormément d'eau, plus que normal par une stomie, par définition, puisque le tube digestif sert à réabsorber l'eau qu'on va consommer. Donc, plus on va court-circuiter le tube digestif, plus on va perdre de flotte. Donc, il faut bien s'hydrater. Mais ça dépend quand même de façon très importante du niveau où se trouve la stomie. Ok. Je ne sais pas si elle peut nous indiquer sur Facebook où se trouve sa stomie.
Alors, on a balayé de façon assez large les différentes raisons des troubles alimentaires et de la dénutrition. Donc, je vais prendre quelques questions pour finir. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Il y a Christine qui nous dit les troubles alimentaires peuvent être liés à des problèmes digestifs et notamment un intestin déficient. Que pensez-vous de la prise de glutamine pendant un cancer? Alors, déjà, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un intestin déficient. Oui, Il n'y a pas de définition vous livre, médicale précise. ouais. Euh, Probablement qu'elle a du mal à digérer, j'imagine. Sur le glutathion et la glutamine, il y a très peu de données actuelles qui permettent de le recommander. Déjà, la glutamine, ça a été testé dans pas mal de situations pour traiter les mucites en particulier, pour améliorer l'état musculaire en situation d'agression aiguë, c'est-à-dire les malades en réanimation, les malades après des greffes de moelle, par exemple, avec des résultats qui étaient très, très décevants, vraiment très, très décevants. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation à les utiliser systématiquement et pas tellement de preuves que ça serve à grand-chose. Le glutathion, c'est encore autre chose parce que c'est quelque chose qui a participé à la détoxification par le foie. Et là encore, il y a quelques études qui ont été réalisées essentiellement expérimentales, on va dire, les animaux, avec pas d'argument pour penser que ça va soit diminuer les effets secondaires de telle maladie ou de tel traitement, soit augmenter l'efficacité anticancéreuse des traitements, par exemple. Donc, je resterai assez prudent par rapport à cette question parce que ça a été à un moment des pistes très, très intéressantes de recherche qu'on fait un peu flop. Peut-être qu'elles seront relancées dans les années à venir, mais pour l'instant, pas de recommandations précises et plutôt une recommandation de ne pas trop s'orienter vers ce genre de choses. D'accord. Mais quand on a des troubles de la digestion, quand on a du mal à digérer, par contre, il y a des aliments qu'on peut favoriser plutôt que Mal à d'autres. digérer, déjà, il faut que ça soit précisément défini. D'accord. Ce que le patient déclare être de la mauvaise digestion, la plupart du temps, c'est un trouble de la vidange gastrique. C'est-à-dire l'impression que l'estomac ne se vidange pas correctement. Et ça se traite par les médicaments prokinétiques, les médicaments qui accélèrent la vidange de l'estomac. Ça va être essentiellement le primpéran, par exemple. D'accord. Le méthylpramide. Voilà. Les vrais troubles de la digestion, parce que, par exemple, on a un bout d'intestin en moins, parce qu'on a un bout de pancréas en moins ou parce que le pancréas ne marche pas, ça peut se traiter par des médicaments très spécifiques, en particulier des enzymes pancréatiques qu'on va rajouter à l'alimentation pour pouvoir digérer correctement ces aliments. Mais là, on est encore dans des cas très, très particuliers. D'accord. Donc, même le fait de dire j'ai du mal à digérer, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Je peux vous dire, mal à digérer dans la population générale en France, la plupart du temps, c'est des troubles fonctionnels intestinaux et c'est des problèmes de côlon. Ce n'est pas du tout des problèmes de digestion. La digestion, elle se fait bien en amont du côlon, la plupart du temps. D'accord. Donc, apporter des fibres à son alimentation ou des choses comme ça. Jamais mauvais, de toute façon. Ouais. C'est jamais mauvais. Mais ce n'est pas obligatoirement ça qui va régler le problème du jour au lendemain. D'accord. Il y a Nadia, alors on va revenir sur la question du pamplemousse, mais il y a Nadia qui nous dit que pendant sa chimio, on lui a déconseillé de manger des fruits, et notamment le pomelo et le pamplemousse. Donc, c'est ce qu'on a dit, oui, c'est ça. Le pomelo étant une variété de pamplemousse qui contiennent, pour ce fruit-là particulièrement, des molécules qui vont intervenir dans le métabolisme de certains médicaments, et donc il vaut mieux éviter. Mais je le redis, je crois qu'on peut vivre sans pomelo et sans pamplemousse. Je crois. Voilà. Au moins le temps de la chimiothérapie. Très bien. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des questions. Vous aviez abordé la question du curcuma. Donc là, pareil, il n'y a pas d'études probantes. Et même si on suivait les études, il faudrait manger beaucoup, beaucoup de curcuma. Donc les données actuelles évoquent la nécessité de consommer donc des gélules de curcumine, ce qui n'est pas du curcuma en soi. Oui. Et ça correspondrait à 2 grosses cuillères à soupe de curcuma par jour, tous les jours. Ce qui n'est pas tout à fait alimentaire. Peu de gens sont capables de manger cette quantité de curcuma tous les jours.
Et le risque, c'est de s'en lasser très vite, hein, clairement. Donc, Oui, je ne crois pas que ça soit raisonnable. c'est difficilement tenable dans le temps. On ne peut pas manger 5 gousses d'ail par jour tous les jours ou du brocoli à tous les repas. Ce n'est pas possible. Il y a encore quelques questions sur les premiers chiffres qu'on a abordés sur la masse musculaire, etc. Il y a Annabelle qui demande si, pour surveiller ces pertes de poids, les impédances mètres grand public sont fiables, et Oui, notamment c'est mieux pour que la rien masse en tout cas. musculaire. Oui, 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 oui. Oui, Alors, évidemment, parce qu'on est des spécialistes, on a toujours tendance à complexifier les choses et à dire que l'appareil qu'on a dans le service est meilleur que le produit qui a été acheté chez Darty, mais ce n'est pas complètement vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne va se surveiller toujours avec le même appareil et qu'elle ait son propre contrôle. Donc, il n'y a pas de problème finalement. Si on veut faire des études scientifiques, on va utiliser des appareils compliqués. Mais quand on veut surveiller quelqu'un individuellement et qu'elle ait son propre contrôle, on peut utiliser toujours le même appareil qui va du plus simple au plus compliqué. Donc oui, la réponse est oui. Si la machine fonctionne bien et qu'elle est utilisée dans des conditions d'utilisation correctes, la donnée, elle est intéressante à suivre. Voilà. D'accord, parce que ce n'est pas la valeur en elle-même qu'on va regarder, c'est sa l'évolution de fluctuation. la valeur, exactement. Okay. Tout à fait. Très bien. Il y a aussi une personne qui nous demande quel est le pourcentage de masse graisseuse normale, on va dire. Mesdames, bouchez vos oreilles. Alors, la masse grasse est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, Oui. puisque les femmes font des bébés. Et donc, il faut des réserves énergétiques supplémentaires. Pour les femmes, c'est de l'ordre de 30% à peu près. Et pour les hommes, plutôt de l'ordre de 20-25%. Voilà. D'accord. Après, c'est très caricatural, je dirais. Hein, voilà. Après, vous savez qu'il y a quand même une épidémie d'obésité dans le monde occidental et en France en particulier. Et quand on regarde la population française telle qu'elle est actuellement, on est sur des chiffres de pourcentage qui sont un tout petit peu plus élevés que cela, en moyenne. La normale, c'est en dessous, mais la réalité de la population française, c'est un petit peu au-dessus. D'accord. On a des questions encore sur les troubles digestifs. Il y a Florence qui se pose des questions sur la constipation et notamment les aliments à privilégier en cas de constipation. Elle se demande si, parce qu'elle mange beaucoup de fruits et de légumes et malgré tout, elle est constipée. Alors, ça va vous faire rire ou pas, c'est ce que je dis à mon fils de 8 ans tous les jours. Pour aller aux toilettes, il faut bien s'hydrater. Donc ça, c'est le premier conseil, qu'on oublie toujours. C'est vrai. Et ça va être la même chose quand on a la diarrhée d'ailleurs. Hein. C'est un peu contradictoire, mais c'est la vérité. Mais on a une question de facteur de régulation du transit, c'est l'hydratation. D'accord. Je parle d'eau, parce que j'ai vu passer une question sur l'alcool là, hein, mais je parle d'eau. Je parle d'eau au sens large du terme. Le thé, le café, les boissons hydriques diverses et variées. Donc l'eau. Et je rappelle que les besoins sont d'au moins 30 millilitres par kilo de poids. Ah oui. Quand on fait 70 kilos, il faut boire 2 litres de flotte par jour. Ah oui, je pense que pour la plupart, on est loin de ça. Après, évidemment, il va y avoir des eaux plus stimulantes du transit que d'autres, hein, en particulier celles qui sont très magnésiennes. Bon, je vous passe les publicités à la télévision, mais des eaux qui contiennent beaucoup de magnésium peuvent stimuler plus le transit. Bon. Après, les aliments qui peuvent stimuler le transit chez quelqu'un de constipé, là encore, c'est éminemment variable d'une personne à l'autre. Pour certaines, ça va être plutôt les aliments riches en fibres, ce qui est logique en soi, puisque ça fait du poids, entre guillemets, donc ça pèse et donc ça accélère le transit. Hein, c'est l'effet, le bulking. Donc les fruits et les légumes, les légumineuses, etc. Les produits céréaliers complets, qu'il faut largement privilégier d'ailleurs, hein, parce que c'est bon aussi pour le microbiote intestinal. Pour d'autres, ça va être d'autres produits, par exemple les produits gras. Il y a des gens qui vont avoir une stimulation du transit par les produits gras, les fritures par exemple. D'accord. Là, je dirais qu'il faut faire attention, il ne faut pas en consommer trop non plus. Hein. Donc, ça va être, il va falloir faire des expériences, entre guillemets. Il faut tester. Hein. Je pense qu'en premier lieu, augmentation d'hydratation et peut-être augmenter la part de fruits et légumes, de produits céréaliers et de légumineuses dans son alimentation
peut être un élément à tester en première intention. D'accord. Et alors, il y a Marie-France qui nous pose la question, quid des diarrhées? Alors, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça va être là encore très individuel. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire de façon très claire. Quand on a une diarrhée sous chimiothérapie, la cause de la diarrhée, c'est la chimiothérapie. Ce n'est pas l'alimentation. Donc, vous aurez beau changer toute l'alimentation que vous voudrez, vous n'aurez pas d'impact sur la diarrhée puisqu'elle est liée à une toxicité de la chimiothérapie. Et on sait qu'il y a une liste assez longue de médicaments anticancéreux qui ont une toxicité avec de la diarrhée. Donc, changer son alimentation, ça peut au mieux décevoir, au pire entraîner une aggravation du risque de dénutrition. Il faut faire très attention à ça. Donc, premièrement, bien s'hydrater. Et là, il faut s'hydrater essentiellement avec des eaux riches en sodium pour avoir un effet d'hydratation plus efficace. Plus il y a de sel dans l'eau, plus on absorbe l'eau. D'accord ? Je ne vous dis pas de boire de l'eau de mer, hein, évidemment, mais des eaux, par exemple des eaux pétillantes riches en bicarbonate de sodium, comme on disait tout à l'heure. Et puis après, faut tester. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver à constater qu'à chaque fois qu'on va manger un légume vert, on a plus de diarrhée. Si on le constate réellement et pas a priori, ça vaut le coup de les mettre de côté pendant un temps. Hein, on sait d'autant plus que les légumes verts, ce n'est pas ça qui va nous apporter le plus de calories et de protéines, donc ce n'est pas si grave que ça, entre guillemets. Si c'est à chaque fois qu'on mange du Nutella qu'on a la diarrhée, il faut mettre le Nutella de côté, entre guillemets. Hein, voilà. Ça peut être n'importe quoi, donc il faut vraiment le vérifier, le tester. Donc, ça veut dire quoi? Tenir un petit journal et voir… On se souvient, la plupart du temps, on finit par se souvenir. Ces expériences-là, on est souvent attentif. Mais si ça nécessite un petit journal, on fait un petit journal, oui, très bien. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez faire un petit résumé, un petit bilan sur tous ces troubles alimentaires et cette question? Oui, alors, je voudrais déjà dire un message très clair qu'on a évoqué au début, qui est très important. Je crois que puisqu'on a la nécessité de prendre en charge le plus précocement possible ces troubles alimentaires, les patients et les proches doivent être le premier levier d'alerte de ces phénomènes-là. N'hésitez pas à en parler à votre cancérologue, votre radiothérapeute, votre chirurgien, votre médecin traitant, qui, s'il le peut, vous référera à un diététicien ou un médecin nutritionniste, ou en tout cas tentera d'avoir les informations adaptées pour pouvoir vous prendre en charge. Plus tôt ça sera fait, moins on sera agressif sur les traitements. La dénutrition est un facteur pronostic majeur. Plus on est dénutri, plus on perd des chances d'avoir les traitements dans de bonnes conditions. Donc, il faut s'en occuper systématiquement et tôt. D'accord ? Il n'est jamais trop tard pour alerter, évidemment. Hein. Si on s'aperçoit, parce qu'on n'a pas vérifié avant, qu'on a perdu 10 kilos au bout de 3 mois de traitement, ce n'est pas grave, on va s'en occuper quand même. Hein, voilà. Mais je le redis, plus on va être sur une situation grave, plus on va être obligé d'utiliser des nutritions artificielles, des choses très compliquées qui ne peuvent être faites que dans des centres très spécialisés. Cette prise en charge, elle est éminemment individuelle. Elle nécessite l'expertise d'un diététicien ou d'un médecin nutritionniste. Elle ne peut pas se faire à coup de généralité, à coup de régime, à coup de trucs et astuces qui marchent pour tout le monde. Ce n'est pas parce que quelque chose aura marché pour mon voisin ou mon collègue de boxe à l'hôpital de jour que ça va marcher pour moi. D'accord ? Et ça va être basé sur les conseils diététiques individualisés, avec du fractionnement alimentaire, avec de l'enrichissement alimentaire, et éventuellement avec l'utilisation des compléments nutritionnels oraux, avec un suivi régulier pour être sûr que ce qu'on fait marche. Parce que c'est bien beau de dire faites ça, mais si on ne vérifie pas au bout de 2 semaines ou d'1 mois que ça a marché, les gens vont aller moins bien, hein, obligatoirement. Et puis, ne rentrez pas trop dans un processus de je vais chercher tous azimuts des informations. Je vous conseille d'aller les chercher en priorité plutôt dans les sites qui sont quand même très ouverts d'esprit, mais qui sont sérieux scientifiquement.
que vous pouvez avoir par le biais de Rose Magazine ou d'autres sources d'informations, comme c'est le cas par exemple du site du réseau NACRE, qui est probablement le plus intéressant et pour le grand public et pour les professionnels de santé. Voilà. Oui, c'est bien de le rappeler, oui. Très bien, on va rester là-dessus. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé et merci. Pour celles et ceux qui nous ont... Merci pour toutes les questions. À bientôt. Merci à vous tous. Merci.